Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale dédiée à Glorantha, la guerre des dieux. Glorantha, la guerre des dieux est le dernier né, enfin il y en a eu un ou deux autres depuis, mais un des jeux de Petersen Games, bien connu pour Cthulhu Wars. Et en quelque sorte, Glorantha, la guerre des dieux est la déclinaison dans le monde de RunQuest, le célèbre jeu de rôle, de Cthulhu Wars. C'est un jeu extrêmement impressionnant dans lequel les joueurs vont diriger des panthéons et s'affronter lors de la fin des temps du monde de Glorantha en vue de l'élaboration en quelque sorte d'un nouvel âge qui verra le monde renaître. Donc il y a plusieurs factions dans le jeu, les différents panthéons, le panthéon de la tempête, de la lumière, des ténèbres et du chaos, qui vont s'affronter afin de gagner des points de victoire et qui vont suivre les événements, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le jeu, les événements de cette période troublée de l'histoire de Glorantha. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Glorantha est un des plus anciens mondes liés au jeu de rôle, puisqu'il a été même créé avant que le jeu de rôle n'existe par le regretté Greg Stafford en fait. C'est un monde extrêmement riche, une sorte d'âge de bronze, très ancré dans sa mythologie, où les dieux ont vraiment un impact sur le monde, et où les forces élémentaires prennent la forme de runes. Et c'est notamment ces runes que les dieux vont chercher à contrôler. Glorantha, la guerre des dieux, s'illustre déjà par son matériel absolument sublime, avec des figurines telles que vous les voyez ici. C'est pour ça que plutôt que faire une simple open the boîte, on a préféré vous montrer vraiment à quoi peut ressembler la table de jeu au bout d'un ou deux tours, alors que les dieux commencent à s'affronter pour le contrôle de différentes zones. Et la richesse de l'univers transparaît vraiment dans le jeu, qui a été conçu par Sandy Petersen, qui est un auteur de jeux vétéran, puisqu'on lui doit bien sûr Cthulhu Wars, mais aussi le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, dans les années 80, et qui a beaucoup contribué à l'époque de Chaosium à la création du monde de Glorantha. Donc vraiment, on pénètre ce monde. D'ailleurs, le livre de règles très épais va donner plein d'informations historiques sur cet univers. Alors je ne l'ai pas dit encore, mais le jeu est intégralement en français, donc ça c'est très très bien. Et bénéficie d'une gamme très très large et très riche en fait. Alors comment ça se passe ? On va rapidement, le but c'est pas de vous expliquer les règles, mais c'est de vous brosser un peu le portrait entre guillemets de ce jeu. Au début, chaque joueur va choisir une faction. Ces factions vont être représentées par ces grands plateaux en fait, qui vont indiquer toutes les règles spéciales de la faction, notamment les effets de ces bâtiments, les caractéristiques de ces unités, permettant de noter le nombre de points de pouvoir dont elles disposent, et ces quêtes héroïques, qui ne seront pas sans rappeler le grimoire de Cthulhu Wars. Le principe du jeu, c'est que vous allez chercher à faire des bâtiments. Les bâtiments vont produire du pouvoir pour vos dieux, puisque c'est des adorateurs qui s'y rendent et qui, en quelque sorte, renforcent la puissance de vos dieux. Ces points de pouvoir vont servir notamment à invoquer des unités. Chaque unité est typique vraiment de son dieu. Par exemple, Orlante, le roi des dieux, dieu de la tempête, peut invoquer des barbares, peut invoquer son champion, peut invoquer des frères des tempêtes, voire son avatar, Orlante l'aventureux, sur le plateau. Chaque dieu a aussi des quêtes héroïques à effectuer, c'est-à-dire des actions qu'il va devoir faire en jeu pour gagner de nouveaux pouvoirs. Nouveaux pouvoirs qui prendront la forme de petites plaquettes comme ça, qui vont améliorer le panthéon au fur et à mesure, s'appliquant à certaines unités ou à certains effets de jeu. Il y en a plusieurs ici, et l'un des intérêts du jeu, c'est d'essayer justement de résoudre ces quêtes héroïques. Le jeu regorge de très bonnes idées. Par exemple, la gestion des bâtiments. Les bâtiments, la diversité de bâtiments, tous les panthéons ont généralement 3 types de bâtiments qui sont les hôtels, les temples et les ziggourats. La diversité de bâtiments va vous donner plus de pouvoir, c'est-à-dire avoir à la fois des hôtels, des temples et des ziggourats est le meilleur moyen d'avoir plein de points de pouvoir. Mais par contre, avoir le maximum de bâtiments, quel que soit leur type, est le meilleur moyen de gagner des points de victoire.
Comme les temples et les iguaras sont plus chers et ne sont que des améliorations d'hôtels, dès le début de la partie, on va être, entre guillemets, tiraillé entre l'envie de varier au maximum les bâtiments et donc gagner plus de pouvoir qui permettra de faire plus de choses, ou d'emblée s'étendre au maximum avec des bâtiments, des hôtels un peu partout qui vont générer plein de points de victoire. Et il y a beaucoup de compartiments du jeu qui jouent sur cette dualité entre un effet immédiat ou un effet à long terme. J'entends par là, par exemple, les quêtes héroïques. Elles sont divisées en 3 parties, 3 fragments comme on appelle. Avoir plein de fragments différents, débuter mais non achever, assure d'avoir plein de points de pouvoir. Par contre, pour gagner des points de victoire, il faut achever des fragments entiers de quêtes héroïques. Et à nouveau, là, le joueur va devoir faire des choix lui-même sur la manière dont il va gérer ça. Le jeu aussi tourne autour de quelques événements majeurs, et c'est assez intéressant. Alors pour ça, il faut un peu revenir sur la cosmogonie de Glorantha. En l'occurrence, l'histoire de Glorantha, en quelque sorte, et je résume, je m'excuse auprès des experts qui trouveront certainement ça à redire, mais c'est la lutte de l'entropie, donc le chaos, pour engloutir le monde. Cela va se traduire dans le jeu sous la forme de l'aiguille. L'aiguille est au centre du monde. Arrivé à un certain nombre de points de victoire, dès qu'un joueur arrive à, de mémoire, c'est 10 points de victoire, le chaos fait tomber l'aiguille. L'aiguille, c'est une sorte d'immense colonne qui court du centre du monde jusqu'aux cieux. D'ailleurs, on retrouve dans le livre une très belle illustration de cela. Alors voilà. Et cette aiguille, sous l'effet du chaos, va se disloquer et va chuter. On essaie d'éviter les reflets. Voilà. En termes de jeu, qu'est-ce qui se produit? Lorsqu'un joueur arrive à 10 points de victoire, l'aiguille s'effondre et on la retourne et ça devient la faille du chaos qui menace d'engloutir le monde. Et là, on arrive à une nouvelle phase du jeu. C'est-à-dire le chaos va avoir tout intérêt à ce que sa faille du chaos reste ouverte le plus longtemps possible. À chaque tour, les autres dieux vont devoir envoyer des unités combattre dans la faille du chaos pour justement la fermer. Tandis que le chaos, lui, va chercher à dépenser des points de pouvoir pour ralentir cet effet-là. Les unités vont commencer à s'accumuler à chaque tour, on verra si elle est fermée ou pas, jusqu'à ce que finalement les dieux arrivent à mettre fin à cette sorte de déchirure dans la réalité. Ça va leur coûter certainement des unités, ça va leur coûter potentiellement du pouvoir, et il y a un moment du jeu où tous les 3 joueurs vont se retrouver contre l'un d'entre eux. Attention, c'est pas pour autant un jeu coopératif, parmi tous ceux qui s'opposent au chaos, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Une fois que la faille du chaos est fermée, les unités sont détruites et on ouvre la grande zone de Magasta qui mène directement aux enfers. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer un peu quand même toute l'empreinte historique sur les mécanismes du jeu. Une deuxième phase, enfin une troisième phase, si on considère qu'avant l'ouverture de la faille du chaos, c'est une première phase, la troisième phase, c'est le grand compromis. À partir du moment où l'un des joueurs arrive à 20 points de pouvoir, il y aura un grand compromis entre les dieux pour rebâtir le monde. Et cette troisième phase va accélérer le jeu, puisqu'un des joueurs va être nommé grand jury et va donner des points de victoire aux autres joueurs, en fait. Et c'est assez intéressant la manière dont la mécanique se fait, puisque le joueur qui est bien sûr celui qui octroie les points de victoire s'en octroie le plus, mais perd la moitié de ses points de pouvoir ce faisant. Donc il y a vraiment des choix dans plusieurs compartiments du jeu, et une évolution d'étape en étape. Première phase, les joueurs se déploient sur le monde, commencent à invoquer des unités, commencent à s'étendre. À un moment, la faille du chaos s'ouvre, lutte contre le chaos qui cherche à maintenir cette faille ouverte le plus longtemps possible. Puis arrive une nouvelle phase où on continue à s'étendre jusqu'à ce qu'on arrive au grand compromis où les dieux se mettent sur la table. Et là, la partie va s'accélérer puisque elle s'arrête quand un des joueurs a atteint 35 points de victoire. Chaque joueur va devoir composer un petit peu avec les avantages et les défauts de son panthéon. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse du jeu. Une énorme asymétrie entre les différents intervenants. Des mécanismes simples, par exemple, le combat est extrêmement simple. Chaque unité a un certain nombre de D6 à lancer. On fait le total, on lance les dés. Chaque 6 inflige une perte à l'adversaire. Chaque 4 ou 5 lui fait dérouter, donc fuir la zone. Si l'adversaire n'a plus, par exemple, d'unité pour défendre un de ces bâtiments, vous pouvez soit le détruire, soit le conquérir, c'est-à-dire le transformer comme un nouveau bâtiment. Il y a plein de mécanismes de jeu, mais ils sont très simples dans l'ensemble, ce qui fait que le jeu, les mécanismes de base sont très rapidement appris. Ce qui va constituer la difficulté du jeu, c'est la compréhension de son propre panthéon et de sa dynamique. Et tout ça, bien sûr, lié à des effets de jeu. Par exemple, on a Yelm, le dieu soleil,
lorsque la guerre des dieux commence, il est enfermé en enfer. Il va falloir le faire sortir de l'enfer. Or, le seul moyen de le faire sortir de l'enfer, c'est qu'un autre joueur aide Yelm à sortir de l'enfer, aide le soleil à se lever de nouveau sur le monde de Glorantha, en fait. Puisque dans ce monde-là, le soleil se lève à l'ouest, donc sort ici et rentre de nouveau aux enfers le soir. Donc tout ça est vraiment ancré dans la mythologie de Glorantha. Et même si vous ne connaissez pas du tout ce monde, vous allez découvrir quelque chose qui est réellement fascinant. Une forme d'histoire qui est contée le temps d'une partie qui dure 2 heures, hein, pas plus. Hein. Donc voilà. Alors pour les gens qui ont peur de la complexité, moi j'y ai joué avec mes enfants de 15 ans, 15 ans et 17 ans, et ils ont adoré, enfin ils ont bien aimé le jeu, ils ont compris, même si effectivement, comme nous tous à table, on s'est dit, il faut nous rejouer pour pouvoir comprendre son panthéon, parce qu'on a fait plein d'erreurs, etc. Est-ce qu'il faut aider directement Yelm à sortir, au risque de promouvoir le panthéon du soleil? Comment le chaos gère cette coalition qui à un moment se reste contre lui? Bref, énormément de choix, plein de profondeur stratégique et un matériel magnifique. C'est-à-dire quand on invoque un dieu, on invoque un dieu, quoi. C'est pas, tiens, je prends mon pion, je le pose là. C'est Orlant arrive. Voilà. C'est un plaisir à manipuler sur le plateau. Le plateau est assez grand et comme vous voyez, il n'y a pas tant de zones que ça, ce qui fait qu'on a vraiment la place pour étendre les figurines. Là, j'ai pas mis toutes les figurines de la boîte, il y en a bien d'autres, hein, il y en a quand même un certain nombre. Sachant qu'il y a toute une gamme de boîtes supplémentaires. Par exemple, la deuxième boîte qui s'appelle Empire, qui rajoute 4 nouvelles factions. Alors au début, vous n'avez pas besoin d'y penser, parce que déjà, il y a de quoi faire avec les 4 factions du jeu. Mais par la suite, ça ajoute quand même énormément de richesse. Et il y a encore d'autres boîtes, des nouveaux monstres, les races aînées qui permettent d'introduire les nains, les elfes, les dragonutes et les canards. Parce qu'il y a des canards humanoïdes dans le monde de RunQuest. Dans le jeu. Donc plein de possibilités par la suite, mais le jeu de base est autosuffisant et permet déjà de faire un grand nombre de parties sans avoir nécessairement besoin d'extension. Tout simplement parce que il va falloir apprendre à jouer votre faction, votre panthéon. Ça, il faudra bien 2-3 parties pour commencer vraiment à comprendre la dynamique. Ensuite, comme il y en a 4, si chaque joueur essaie de jouer un peu les différents panthéons, voir comment ça se déroule, ça en fait un certain nombre de parties. Et vous allez découvrir finalement le monde de RunQuest, que je vous invite à vraiment apprécier parce que c'est un monde formidable. L'actualité faisant, cet été, la nouvelle édition de RunQuest sort en français. Donc c'est le meilleur moment, entre guillemets, pour découvrir Glorantha. Notre ami le Barbu du Jeu vous parlera certainement de RunQuest en français quand il arrivera. Je vous invite à voir la vidéo quand elle sortira. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux de stratégie asymétriques, où chaque joueur a vraiment une faction extrêmement différente de celle des autres. Si vous aimez l'histoire et la mythologie, vous allez découvrir une histoire extrêmement riche qui pourra, avec un peu l'aide de Google, vous indiquer alors quelles sont les différentes incarnations, qui est Orlant, qui est Yelm, qui est le champion dragon empereur du monde, etc. Donc voilà, ces informations sont assez facilement trouvables sur Internet et ça vous permettra de vous intéresser à ce monde qui est assez fascinant. Voilà, que dire d'autre? Nous, on a beaucoup apprécié la partie qu'on a fait. Le jeu est assez rapide, un peu impressionnant, intimidant, on va dire au début, mais il faut pas se laisser justement intimider. Une fois les premiers tours passés, on se rend compte que la mécanique est très très simple, mais que les choix stratégiques sont extrêmement cornéliens. Donc le jeu représente quand même un certain investissement, hein, faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Maintenant, je dirais quand même qu'on en a pour son argent en termes de figurines, de matériel, mais on n'achète pas des figurines, on achète un jeu derrière quand même, malgré tout. Et le jeu est très réussi. Donc je vous invite à le découvrir. Voilà, c'était notre vidéo sur Glorantha, la guerre des dieux, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.